C'est à vous, c'est enregistré. On y va, Antonia? Pas de problème, on commence. Bonjour à tous. Au nom du comité pédagogique de la Sopra-Sims et de l'ensemble du comité scientifique de la Sopra-Sims, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour suivre ensemble le deuxième webinaire sur les écos. Nous étions déjà réunis mi-janvier pour un premier webinaire, qui est d'ailleurs toujours disponible si vous le souhaitez sur le site de la Sopra-Sims. Et devant son succès et surtout de nombreuses questions que nous n'avions malheureusement pas pu traiter ce soir-là, il a été décidé d'organiser ce deuxième webinaire pour compléter ces informations. L'objectif de ce soir va être principalement d'explorer les différents aspects pratiques, certains aspects pratiques. Tout d'abord, pour commencer, nous avons l'immense plaisir d'accueillir le professeur Marc Braun, qui est doyen de la faculté de médecine de Nancy et président du conseil scientifique des Océanies. Et le professeur Braun va donc nous rappeler le cadre général de la réforme du deuxième cycle des études médicales et la place toute la place qu'a les échos dans cette réforme. Professeur Braun, je vous laisse la parole. Monsieur Braun, votre micro est coupé. Excusez-moi. Bonsoir à tous. Merci de votre accueil. Merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Avant de laisser les spécialistes parler en détail de la construction et des notations des écos, quelques éléments de contexte, puis je reviendrai tout à la fin quant à un élément de conclusion. Alors, le contexte est celui de la réforme d'une approche par compétences que nous avons voulu très différente des habitudes antérieures, c'est-à-dire que nous allons nous centrer sur une approche centrée sur l'étudiant et non pas centrée sur l'enseignant ni sur l'enseignement. Et que la compétence est celle d'un savoir-faire complexe et évolutif qui change à tout instant au gré de l'expérience et de l'acquisition d'un savoir-faire qui est donc évolutif. Quelque chose de bien important lorsque l'on s'adresse à ce genre d'enseignement, ce sont des 7 compétences issues des CANMED, ce que la conférence des doyens de médecine français s'est appropriée. Vous les avez là, ces 7 compétences qui au cours de l'évolution de la formation de l'étudiant et de notre propre évolution professionnelle, grandissent plus ou moins rapidement. Et l'idéal, c'est que à l'issue de ce deuxième cycle des études, les étudiants puissent avoir développé des compétences plus ou moins importantes dans chacun des 7 domaines, mais d'en avoir oublié aucun, car toutes sont importantes pour que l'exercice professionnel soit le plus accompli possible. Alors, ce savoir-faire tel que nous essayons de le photographier, eh bien, passe par un certain nombre de temps, et ces différents temps sont les suivants. Il faut donc apprendre aux étudiants à raisonner, et on leur apprend à raisonner pour résoudre des problèmes professionnels, des problèmes que rencontrent leurs patients. Et cette compétence passe donc déjà par un temps d'apprentissage au raisonnement clinique, à la résolution des problèmes, de telle sorte que dans un deuxième temps, aider les étudiants, c'est les aider à hiérarchiser et en réduisant les connaissances, en les contextualisant, en faisant en sorte que ces connaissances soient immédiatement utilisables dans un raisonnement simple ou dans un raisonnement plus construit, et en définissant des attendus d'apprentissage, c'est-à-dire des éléments qui permettent d'évaluer, in fine, la performance de l'étudiant à résoudre les problèmes. Et c'est précisément le rôle assigné aux écos, et ces écos viennent donc photographier l'étudiant en train de raisonner, et pour cela, eh bien, l'évaluation des performances par les écos est une manière bien connue dans la littérature depuis 1995, avec des sophistications croissantes, beaucoup de littérature dont vous parleront les orateurs suivants. Aussi, pour lancer le premier orateur, je m'arrête ici, je reviendrai donc tout en fin de présentation pour élargir le cadre et vous donner les différents éléments de calendrier nécessaires. C'est à vous. Merci Marc.
Donc effectivement, comme vous l'a dit Antonia, et dans la suite de cette première présentation qui donne un bon cadre global, nous on a voulu un webinaire vraiment centré sur tous les aspects pratiques de la planification et de l'organisation d'un ECOS. Donc dans un premier temps, je vous présenterai la méthodologie de rédaction d'une station ECOS. Donc je suis Louis Sibert, je suis urologue à Rouen et responsable du centre de la simulation du campus santé Rouen. Un élément important, ce sera comment former et entraîner les observateurs et les patients simulés avec un certain nombre de règles et puis de pièges. Et ce seront nos collègues de Nancy, Eva Fegarlova et Patrice Gallet, qui sont très impliqués dans le développement des ECOS à Nancy, mais aussi au niveau national avec la plateforme CIDES, qui auront en charge cet aspect-là. Et puis, nous avons la chance, encore une fois, d'avoir la vision de quelqu'un qui est extrêmement rodé aux ECOS, puisque le professeur Christian Bourdi de l'Université de Montréal nous fera part de l'expérience de Montréal en termes d'ECOS. Le professeur Bourdi est professeur agrégé en médecine de famille et en médecine d'urgence à l'Université de Montréal. Entre autres responsabilités, il a été vice-doyen aux études précliniques au sein de sa faculté et puis registrar adjoint au Conseil médical du Canada qui administre au niveau national les ECOS au Canada 2 fois par an. Donc, il a une expertise tout à fait reconnue et dans la mise en place de ce schéma d'évaluation des compétences. Et puis, Marc, en fin de session, reprendra la main pour effectivement bien positionner ce qu'on peut attendre des ECOS dans la réforme du second cycle et puis comment s'y former, s'y préparer et les moyens mis à disposition. Alors, en ce qui concerne la rédaction d'une station ECOS, les principaux éléments clés d'un livret de station ECOS, c'est bien sûr les instructions aux candidats, la grille d'évaluation, les instructions aux observateurs, le scénario et les instructions aux patients simulés. Mais avant de se lancer tête baissée dans la rédaction, il y a quand même un certain nombre de prérequis qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut évaluer au sein de la station ECOS? Eh bien, on sait que les ECOS ne permettent d'évaluer qu'une partie des compétences cliniques, essentiellement les compétences observables, que ce soit les habiletés d'interrogatoire, d'examen physique, d'examen complémentaire, de prise en charge thérapeutique, les habiletés relationnelles et organisationnelles. Le deuxième point, c'est qu'il faut bien être au clair pour mettre en place l'échantillonnage du contenu de l'examen qui vont constituer le contenu des stations ECOS, fait à partir de cas cliniques le plus authentique possible, le plus représentatif des matières et des domaines à évaluer, avec des modes de présentation pertinents à la pratique en termes de fréquence, de gravité, de possibilité de traitement, et puis en adéquation, bien sûr, avec le programme pédagogique, tout en tenant compte obligatoirement d'un certain nombre de contraintes qu'il faut avoir en tête quand on rédige une station ECOS. C'est-à-dire que les stations ECOS ont des durées limitées de quelques minutes, donc on ne pourra pas évaluer toute la prise en charge d'un patient, on ne pourra pas évaluer tous les éléments de la compétence clinique. Le principe de l'ECOS, par convention, c'est de morceler artificiellement la compétence clinique en plusieurs micro-compétences, et au sein d'une session de 5 à 10 minutes, il est la règle d'évaluer 1 à 3 compétences au maximum ou 1 à 3 éléments de la compétence clinique. Donc, il faut pouvoir rédiger des tâches explicites et surtout réalisables dans le temps imparti. Donc, c'est pour ça que le premier élément finalement de la rédaction d'une station ECOS, c'est l'établissement de la table de spécification. Et à ce titre, pour alimenter la discussion, je me risque à vous proposer un sondage avec la question suivante. En quoi, d'après vous, savez-vous en quoi consiste précisément une table de spécification? Alors, je vous propose de voter à main levée sur le panneau que vous voyez à côté de la présentation pour qu'on puisse avoir des éléments de discussion. Alors, je ne sais pas si c'est bien parti, mais on va faire comme si c'était parti et passer à la diapositive suivante. Mais la table de spécification, c'est le premier élément de la rédaction d'une station ECOS. C'est une matrice qui comprend 2 axes. Un axe qui comprend les différents éléments génériques de la compétence clinique qu'on va évaluer dans notre ECOS, et puis un autre axe qui comprend les différentes disciplines médicales, les différentes situations cliniques,
à travers lesquels on va évaluer les compétences cliniques. C'est essentiel à rédiger en début de processus parce que ça donne une vision globale d'entrée de l'examen. C'est un élément essentiel pour assurer la validité de contenu de l'ECOS. Et c'est à partir de ce qu'on a mis dans cette table de spécification qu'on va pouvoir déterminer de façon documentée le contenu des stations, le nombre des stations. Partant de là, la première chose à rédiger, c'est les instructions au candidat, c'est-à-dire une petite fiche qui contient les renseignements nécessaires au candidat avant le début d'une station ECOS et qui doit comporter les éléments suivants: les caractéristiques du patient, le contexte de soins, urgence, consultation, hôpital, cabinet, le motif principal de consultation, le résumé du problème clinique et des renseignements cliniques, et la tâche clinique qui doit être explicite, univoque, sans ambiguïté, faisable dans le temps imparti, et le timing alloué à la tâche, en ayant bien en tête que tous ces éléments doivent être lus et intégrés et compris par le candidat quand il fait la rotation entre deux stations, c'est-à-dire qu'il dispose de 1 à 2 minutes maximum pour intégrer tous ces renseignements et la tâche. Donc cette fiche, elle figure sur la porte qui donne l'accès à la salle où est située la station, mais très souvent, il est également possible de la faire figurer à nouveau sur la table d'examen pour être sûr que le candidat, les étudiants puissent l'intégrer pleinement. Alors, ce qui est tout à fait important à noter quand on rédige cette vignette clinique, c'est ces instructions au candidat, c'est la façon dont on rédige la vignette clinique. Ça doit être rédigé de façon la plus authentique possible. Par exemple, si on a une station avec une patiente qui vient pour Disney, ben on mettra « elle a du mal à reprendre », elle vient parce qu'elle a du mal à reprendre son souffle, plutôt que « vient pour Disney ». De même, le nombre de renseignements et donc la longueur de la vignette dépend de la tâche clinique. Par exemple, vous voyez sur la vignette du haut, si la tâche consiste à effectuer un examen physique centré sur les signes physiques d'une maladie hépatique chronique, eh bien, la vignette devra comporter un minimum de renseignements cliniques et les constantes. Et à l'opposé, sur l'exemple du bas, si la tâche consiste à prendre en charge une patiente souffrant d'une encéphalopathie hépatique, forcément, la vignette clinique sera moins importante, avec moins de renseignements. De même, le libellé de la tâche clinique est extrêmement important, car le libellé influence la difficulté de la tâche demandée. Par exemple, effectuer un examen physique ciblé à la recherche de signes de maladie hépatique est certainement une tâche plus ciblée, plus focalisée, probablement plus adapté à un début de cursus de second cycle, et donc plus simple à réaliser qu'une tâche où l'énoncé c'est évaluer et prenez en charge cette patiente, qui oblige le candidat en quelques minutes à faire la synthèse de toutes les informations et à porter un jugement clinique, et donc plus adapté à la fin de second cycle. Et donc il faut faire attention à bien prendre en considération le temps alloué par station pour que la tâche reste réalisable et dans le temps imparti et le niveau attendu. Vous voyez ici, à titre d'exemple, un exemple d'instruction au candidat pour une station de cardiologie lors de notre dernière ECOS à Rouen. Vous voyez qu'on y retrouve les éléments précédemment décrits, la situation clinique qui est décrite très succinctement, le tableau clinique avec le symptôme principal et la tâche clinique qui est demandée, qui est focalisée sur l'interrogatoire, centrée sur le symptôme principal et la prescription, l'interprétation d'examens complémentaires à prescrire en urgence. L'autre élément clé, c'est la rédaction de la grille d'observation. Et on peut rappeler qu'il existe schématiquement 2 formats validés dans la littérature. La liste de vérification binaire ou checklist, où chaque action observable de l'étudiant est validée de façon binaire. Ces grilles ont l'avantage de permettre une transformation des performances en score relativement aisé. Et puis les grilles d'évaluation globale qualitative qui s'avèrent utiles surtout pour mesurer des tâches multidimensionnelles complexes. Il faut savoir utiliser ces 2 formats de façon complémentaire au sein d'une même station, surtout si on associe dans la même station l'évaluation d'habiletés observables à l'évaluation des habiletés relationnelles et organisationnelles qui, par définition, relèvent d'une interprétation subjective. Alors, les recommandations
pour rédiger une grille d'observation de stations éco sont bien documentés dans la littérature. Le nombre d'items est limité et on estime qu'un nombre d'items de 20 est acceptable pour une station de 7 à 10 minutes. Il faut faire attention que les items soient bien focalisés sur la tâche demandée. Par exemple, si la tâche est focalisée sur l'examen physique, on ne mettra pas d'item d'évaluation sur les habiletés d'anamnèse. Chaque item doit être distinct, observable, dichotomique, c'est-à-dire porté sur une seule action effectuée par l'étudiant, une action par définition observable et qui peut être jugée de façon dichotomique, c'est-à-dire fait ou non fait, ou bien fait de façon adéquate ou fait de façon inadéquate. Donc, le piège, c'est de faire un listing exhaustif, ce qu'il faut absolument éviter. Ça favorise l'approche par cœur et la collecte exhaustive non orientée des données. Donc, c'est pour ça qu'il est fortement conseillé de focaliser les items de la grille sur les points clés, les points critiques, les points essentiels, les points difficiles ou les points les plus à risque d'erreur pour la prise en charge du patient. De même, la formulation de chaque item doit commencer par un verbe d'action. Par exemple, si un item est formulé « demande si présence d'hallucinations visuelles », eh bien c'est beaucoup plus facile à juger pour un observateur que quand c'est simplement noté « hallucination visuelle ». De même, certains verbes doivent être privilégiés. Le verbe « demande » est bien plus précis que « s'informe d'hallucinations visuelles ». Alors la problématique, c'est un point de discussion, la problématique en cas de réponse invalidante qui risque de mettre en jeu le pronostic vital ou qui entraîne une erreur diagnostique ou en cas de geste erroné ou dangereux, il est conseillé, dans la plupart des cas, de laisser un espace sur la grille d'évaluation pour que ça soit signalé au jury, plutôt que d'essayer d'élaborer des systèmes de pondération plus ou moins complexes avec des demi-points, des trois quarts de points, des points négatifs au sein de la grille, dont on sait qu'ils ont globalement peu d'impact sur la fiabilité des systèmes de pondération. Et puis finalement, la principale difficulté pour rédiger une grille d'observation, c'est l'évaluation des habiletés relationnelles et organisationnelles. Il est fondamental de réduire au minimum la subjectivité inhérente à l'évaluation de ce type d'item. Et il faut absolument fournir des instructions claires aux observateurs et leur fournir des exemples descriptifs de comportements de référence, de comportements attendus pour chaque barreau de l'échelle qualitative. Comme vous voyez ici sur cette diapo un peu chargée, je l'avoue, quelques exemples notables. Et c'est à ce prix qu'on pourra assurer la meilleure fiabilité interjuge, qui est un élément clé pour bâtir un écos de qualité. Vous voyez à titre d'exemple une grille d'observation bâtie pour la station de cardiologie qu'on a vue précédemment. Vous voyez, pour une station de 7 minutes, il y a bien 19 items. Il y a bien une checklist pour les habiletés observables et une évaluation qualitative pour les habiletés relationnelles et organisationnelles. Il y a bien une grille qui est focalisée sur les habiletés d'anamnèse et sur la prescription des examens complémentaires et l'interprétation des examens complémentaires. Alors, une autocritique rétrospectivement, effectivement, il n'y a pas de verbe d'action et probablement que là, il faudra corriger le tir pour proposer des verbes précis d'action qui focalisent la transposition des scores par rapport aux performances observables par les observateurs. Alors, il est tout à fait possible de fournir de l'iconographie. Il faut bien en préciser le timing à l'observateur. Quand doit-il fournir cette iconographie, soit systématiquement, soit à un moment donné dans le déroulé de la station. Elle doit être de qualité numérique, adaptée à l'objectif d'évaluation, en adéquation avec le niveau attendu. Et là, vous voyez, même un chirurgien urologue, même un peu aidé, je l'avoue, peut voir en quelques secondes que le rythme n'est pas sinusal et qu'il y a probablement un sus-décalage qui laisse préjuger d'un infarctus en cours de déroulement. Ensuite, il faut rédiger les instructions aux observateurs. Le but est que tous les observateurs aient bien tous la même interprétation uniforme de chaque item de la grille pour que leur retranscription des performances
des étudiants soit le plus standardisé possible. Il y a généralement 3 grandes rubriques: des consignes générales, qui concernent l'identification des candidats, le contexte de la station, le résumé d'histoire clinique, l'explicitation de la tâche attendue, le timing des questions éventuelles à poser et des interactions avec le patient simulé, et puis des consignes spécifiques qui consistent à revoir tous les items de la grille pour les expliciter de la façon la plus claire possible, pour bien que chaque observateur comprenne de façon identique les actions attendues qui doivent être jugées comme faites pour chaque item de la grille. Et puis, il y a aussi des consignes, et puis évidemment, les exemples, des exemples de comportements attendus de référence pour les échelles d'évaluation qualitative pour les données subjectives. Il y a aussi des consignes pendant les rotations qui ne doivent pas être négligées, qu'on oublie parfois. Par exemple, il y a du matériel à réaménager, des chaises à remettre en place, des grilles de validation à valider de façon finale. Alors, un point particulier qu'on pourra discuter, il n'est pas habituel de donner la pondération de chaque item de la grille aux observateurs, car c'est un élément qui va rompre leur objectivité et leur neutralité qui est absolument nécessaire pour la standardisation de la captation des performances des étudiants. L'autre grand volet à rédiger, c'est la rédaction du scénario des instructions aux patients simulés, qui est un challenge, car on doit fournir des informations à la fois complètes et concises, à rédiger en termes simples, adaptés au profil du patient pour être sûr qu'il puisse bien comprendre tous les termes et les employer de façon appropriée, mimer les signes et les symptômes qu'on lui demande. Généralement, là aussi, il y a plusieurs grandes rubriques qu'on retrouve régulièrement avec quelques variantes. Il y a d'abord des données concernant le patient lui-même, ces données démographiques, la position de départ, est-ce que c'est en consultation, quel est le contexte, en urgence, son apparence, en particulier sa tenue vestimentaire qui doit être détaillée, son comportement. Et donc là, il est extrêmement nécessaire d'être particulièrement précis avec un langage adapté. Si on veut un comportement agité du patient, on lui dira « le patient fait les 100 pas dans la pièce » plutôt que « vous mimez un patient agité ». Il faut lui donner des exemples concrets. Et puis ne pas oublier la phrase que le patient doit faire au début de l'entretien, qui est le motif de consultation en langage courant, une déclaration très très courte. La deuxième rubrique, c'est le scénario de l'histoire clinique, qui comporte généralement les antécédents médicaux que le patient doit apprendre. Et généralement, c'est uniquement les renseignements pertinents qui le concernent. L'histoire de la maladie, et là, on se base sur la description du début, de la durée, de la progression, de la fréquence, des sièges et l'irradiation, des symptômes pertinents. Et lorsqu'il y a des données d'examen physique, il faut lui décrire de façon adaptée en langage non médicaux les symptômes qu'il doit mimer ou retranscrire et uniquement les signes et les symptômes positifs. Et puis, là, une troisième rubrique qui doit toujours figurer, il y a des questions il faut transcrire les questions que le patient doit poser au candidat si le candidat ne les aborde pas, avec le timing exact. Et là, il doit y avoir une interaction avec le patient avec l'observateur, qui doit aussi vérifier ce timing et la formulation exacte. Il y a 2 points concernant les instructions aux patients simulés qui sont parfois rédigés de façon un peu hâtive, c'est-à-dire il faut bien penser à fournir aux patients simulés les réponses à toutes les questions que le candidat est le plus susceptible de poser, et en particulier les réponses aux questions qui ne sont pas comprises dans le scénario, et lui préparer un certain nombre de réponses neutres qui lui permettent de se tirer de toutes les situations sans influencer le candidat. Dans les trucs et astuces, il y a un élément fondamental, mais qu'on oublie parfois, c'est de toujours, en fin de rédaction, comparer la grille d'évaluation avec les consignes aux patients simulés, pour bien vérifier que toutes les réponses apprises par le patient correspondent à un item de la grille. Et à titre d'exemple, voici un extrait issu des recommandations du Conseil médical du Canada qui est extrêmement pédagogique. Vous voyez que les items de la grille de cette station, eh bien, à chaque item de ces grilles correspond
une question et vous voyez figurer la réponse apportée au patient simulé si jamais le candidat lui pose une question ayant trait à l'item particulier. Alors enfin, l'autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que la rédaction d'une station ECOS doit comprendre une fiche spécifique logistique. Il ne faut pas l'oublier, car il est important de fournir le plus d'instructions possible aux services administratifs, aux scolarités, pour que tout soit en ordre dans l'aménagement de la pièce, le nombre de chaises, les blocs d'ordonnance, les stylos, le stéthoscope, la disposition, l'agencement de la pièce, les accessoires et le matériel nécessaire pour que la station soit le plus réaliste possible. Donc, vous voyez, la rédaction d'une station ECOS, il y a un gros travail de préparation en amont. Tous ces éléments doivent être rédigés de façon la plus standardisée possible. Alors, c'est standardisé en termes de grands chapitres, mais c'est aussi en termes de paragraphes, à la police de caractère près, à l'interligne près, pour que tout le monde puisse s'approprier de façon univoque ce même document. Ça ne suffit pas, il faut la relire, il faut la faire relire, il faut la vérifier, il faut la réviser. Dans l'idéal, il faut la tester à blanc en situation réelle pour vérifier si tout fonctionne bien. Et finalement, quelle que soit la qualité de la rédaction, tout repose sur la formation des patients simulés et des observateurs. Et c'est pour ça que je cède la parole sans plus attendre à nos collègues et amis nancéens qui ont développé une expertise particulière dans la formation des observateurs et des patients simulés. Je crois que c'est Patrice Gallet qui va me succéder immédiatement sans autre forme de procès. Merci beaucoup, Monsieur Sibert, pour cette très belle présentation qui, effectivement, vient en complément. Je voudrais remercier la Sofracims pour l'invitation à parler des observateurs, des biais et des difficultés qu'ils vont rencontrer. On a déjà un petit teaser de ce que je vais développer juste après. Vous retrouverez ici un petit QR code si jamais vous voulez télécharger dès maintenant la présentation, mais elle sera de toute façon enregistrée sur le site de la Sofracims. Et je voudrais vous rappeler, mais tout le monde le sait, que les ECOS mettent aux prises l'étudiant avec le patient autour d'un scénario avec un observateur qui observe les actions de l'étudiant. Et le but, évidemment, c'est de n'observer finalement que l'étudiant et de standardiser tout le reste autant que possible. Il se trouve que l'observateur est, comme le patient, soumis à un certain nombre de difficultés, mais aussi de biais qu'il faut connaître pour essayer d'avoir l'observation la plus fiable possible de ce que fait l'étudiant. Les objectifs de cette présentation sont donc que vous soyez capable à la fin de décrire les principaux biais, il y en a 5, et les principales difficultés, il y en a 5 aussi, en tout cas je les ai résumées à 5, et de mettre en place des mesures correctrices en amont et en aval des ECOS. Le premier biais, on le connaît tous depuis qu'on est tout petit, c'est quand on a un évaluateur plus ou moins sévère. Si vous tombez sur numéro 13 ou sur Dr House, a priori, vous n'aurez pas franchement le même résultat à vos ECOS. Et c'est un biais majeur puisque ça explique jusqu'à 44% de la variance aux ECOS et 11% de notations différentes en termes de réussite ou d'échec à la station ECOS. Donc c'est un biais absolument majeur qu'on retrouve très bien quand on a des observateurs novices. Ici, vous avez les résultats des chefs de clinique lorsqu'ils évaluent une vidéo standardisée avec une externe, et vous voyez l'important écart entre les colombes et les faucons qui les jugent très sévèrement. Deuxième effet qui s'en rapproche un petit peu, c'est un effet qui est lié à l'expertise, à l'expérience de l'observateur. Je vous laisse deviner qui, entre l'assistant chef de clinique ou le PUPH, mettra la note la plus sévère. Les 2 secondes. C'est évidemment le PUPH qui sera un peu plus exigeant et l'observateur débutant aura tendance à être un peu plus généreux et ça explique quand même 6% d'augmentation de la moyenne aux ECOS. Un autre effet assez intuitif, c'est l'effet de contraste. Si je vous demandais de juger cette orange, la qualité de cette orange, et qu'elle vient juste après celle-là, elle vous paraîtra forcément un petit peu plus fade que si elle passe après celle-là, où là, l'orange vous paraîtra particulièrement juteuse et agréable au goût. Donc cet effet explique à peu près 11% de variance. C'est des chiffres assez grossiers, mais ça vous donne une idée de l'importance de ces effets. Autre effet très connu, en tout cas très étudié, c'est l'effet de halo, un effet que fait la Lune quand elle cache les étoiles.
C'est l'effet de la première impression, par exemple, qui va teinter très fortement l'ensemble de vos notations sur les différents critères. Si votre première impression est catastrophique, vous allez avoir tendance à avoir des notes moins bonnes à tous les items, indépendamment de la qualité réelle de chacun de ces items. Autre effet qui s'en rapproche, qui est aussi du effet de halo, c'est quand vous avez un point fort, par exemple l'extraversion, qui va teinter favorablement votre empathie ou votre introduction, alors que vous avez la même performance finalement que celui qui a fait une erreur assez conséquente en cours d'Écosse, mais qui va influencer défavorablement les autres critères. Alors ce critère est beaucoup plus difficile à identifier après coup parce qu'en fait il va teinter la performance de manière globale le plus souvent ou sur un ensemble de critères, et donc il est très difficile de quantifier l'effet réel de l'effet halo. Mais c'est un biais classique, et donc il convient bien, comme le disait Louis Sibert, de prendre chacun des critères de manière la plus objective possible. Là, je vous laisse deviner si vous serez plus clément en début ou en fin de journée, c'est assez facile de le savoir. Ça a une petite influence, une diminution de 3% de la note, qui peut être liée soit à la fatigue, soit à l'effet d'expérience. Finalement, à force de voir passer des étudiants, on devient peut-être un peu plus exigeant à la fin. Il y a d'autres biais, mais dont la place est beaucoup plus variable ou faible, et je vous laisserai aller plus loin si vous le souhaitez. Alors, quelques difficultés, donc j'en ai gardé 5. La première, c'est l'interprétation des critères. Recherche une dyspnée sévère est bien un critère dichotomique, et pourtant, quand on regarde ce que ça donne sur une vidéo, c'est pas du tout reproductible. Je reviendrai dessus après. Et puis, il y a cette notion dont parlait Louis Sibert, un référentiel de comportement, des notions communes qu'on devrait partager. En fait, personne n'a vraiment la même notion du médecin idéal. On voit bien ici sur des chefs de clinique, mener l'entretien, la communication, même l'empathie sont assez uniformément répartis pour une même prestation d'étudiant. En revanche, quand on s'intéresse à l'introduction, l'identito-vigilance, l'écoute active et l'attitude centrée sur le patient, on se rend compte qu'on ne partage pas la même vision du médecin idéal. Autre chose qui peut poser problème, c'est l'interprétation des actions des étudiants. Par exemple, si l'étudiant palpe en hypocondre gauche, qu'est-ce qu'il cherche en palpant ici? Est-ce qu'il cherche la rate? Est-ce qu'il cherche le foie? Auquel cas, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il n'a pas dit fériprive en parlant d'une anémie, mais il a demandé si le patient mangeait souvent de la viande. Est-ce que je compte pas? Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte. Et puis, il y a des erreurs classiques, hein, l'observation du patient standardisé au lieu de l'étudiant, la réaction du patient standardisé par rapport à l'étudiant, c'est bien l'étudiant qu'on doit regarder. Et puis, le patient standardisé lui-même peut faire des erreurs qui vont conditionner l'observation de l'observateur. Alors, comment est-ce qu'on peut jouer là-dessus? On peut jouer en amont, pendant un tout petit peu, et puis après, on va voir comment. Première chose, et Louis Sibert vient de très bien en parler, c'est la rédaction des citations, c'est absolument crucial, et leur vérification par la commission Écosse, pour diminuer la part d'interprétation possible dans les critères. Je reprends le critère de tout à l'heure, recherche une dyspnée sévère. Si on met recherche une dyspnée et évalue sa sévérité selon la classe NYHA, vous voyez que tout de suite, la disparité dans la notation tombe. Et également prévoir des questions pour obtenir des précisions. Par exemple, quelle classification vas-tu utiliser pour évaluer la sévérité de la dyspnée? Au moins, vous avez une réponse précise de l'étudiant. Et justement, dans les objectifs, il faut être extrêmement précis pour l'étudiant. Je reprends mon exemple de la palpation en hypocondre gauche. Si vous lui demandez dans les consignes de décrire les raisons pour lesquelles il effectue l'examen, vous aurez votre réponse. Il recherche bien la rate à gauche et on est rassuré. Donc, c'est un point essentiel ici. Une fois que votre citation est bien rédigée, il va falloir former vos observateurs déjà à la connaissance des critères génériques ou des critères non checklist, et puis donc à essayer d'avoir une référence, un guide du médecin idéal, si vous voulez, une description précise de ce qu'on attend, et expliquer à vos observateurs les biais qu'ils pourraient rencontrer. Cette formation, vous voyez, juste une seule formation, on réduit déjà très fortement l'écart dans la notation. Ça tire un peu vers le bas puisqu'il y a l'effet d'expérience, comme on s'y attendait. La formation initiale ne suffit pas, il faut un bon entraînement, avec des cas d'entraînement, avec des références, un groupe expert qui a fait la notation sur laquelle vous allez pouvoir vous référer, et de l'expérience aussi engrangée dans des écoles de stage, dans la docimologie, dans l'expérience d'Écosse en général. Et une meilleure compréhension des étudiants, avec des débriefings avec eux qui permettent de mieux les comprendre et de mieux interpréter aussi leurs actions. Pendant les Écosses, quand on est encadrant, on ne peut plus faire grand-chose, mais en tant qu'observateur, on peut être attentif aux biais, se rendre compte que c'est le soir, on est fatigué, l'étudiant précédent était mauvais, donc ça va teinter un peu notre façon de noter, et ça permet de rectifier un petit peu le tir.
Et puis, après coup, on peut quand même agir en repérant les mauvais noteurs ou ceux qui dévient fortement, qui donnent des notes très élevées ou très faibles. On va pouvoir repérer ces moyennes, mais il ne suffit pas de s'arrêter à la moyenne, il faut regarder si effectivement la distribution est pathologique ou si elle ne représente que quelques étudiants qui sortent un peu des clous, ou si c'est la cohorte entière d'étudiants qui pose des problèmes, auquel cas il peut y avoir une variabilité des notes importante. Et puis si on se rend compte qu'il y a des déviants, l'idéal c'est quand même de leur faire un feedback pour leur signaler leur déviance et qu'ils corrigent le tir pour la suite. Alors ça c'est facile, donc quand on avait des stations identiques, on peut comparer les groupes. C'est plus difficile quand on doit le faire par rapport à d'autres stations, parce qu'on ne sait pas si c'est la station, les étudiants ou l'examinateur. Donc on va essayer de regarder des profils similaires qui testent les mêmes compétences, mais c'est quand même plus difficile et ça repose la question finalement du problème plus global de la normalisation des Écosses, notamment dans le cadre d'un examen national. Donc je vous laisse cette diapositive pour résumer qui reprend tout ce que je viens de vous dire et je cède la parole pour que Eva justement puisse nous parler de formation à la fois des observateurs et surtout des patients standardisés. Merci beaucoup pour votre attention. Bonsoir à tous. Tout d'abord, j'ai tenu à remercier de m'inviter à ce séminaire. Je me concentrerai sur les aspects pratiques, plutôt pour partager l'expérience que nous avons à Nancy avec le recrutement des patients standardisés, la mise en place d'une banque des patients standardisés, et je vous parlerai également de la formation, de parcours de formation aux Écosses, qui est un cours de construction en collaboration avec l'UNES. C'est le professeur Bond qui vous en parlera un peu plus en détail. Concernant le recrutement des patients stimulés, à Nancy, nous avons mis en place une stratégie qui fonctionne très bien pour le moment, malgré l'épidémie de Covid. Notre contact initial est réalisé via le site internet de la faculté de médecine, où nous avons créé une page spécifique avec la description du programme, nos besoins. Et en fait, les personnes intéressées peuvent remplir directement le formulaire et nous contacter. Ça nous permet d'organiser l'entretien individuel qui est réalisé toujours en binôme avec l'ingénieur pédagogique, qui est très important. On le fait également pour nos candidats, collègues, par exemple les professionnels paramédicaux, car ça nous permet déjà de revoir les motivations et aussi de cerner ou mieux cibler les rôles que la personne souhaite jouer. Et puis, on organise également une réunion en groupe. C'est plutôt un aspect convivial pour faire connaissance, et ça nous permet aussi de répartir les rôles qu'on distribue à nos patients simulés. L'entretien initial est très important, donc ici je vous présente juste la structure qu'on utilise. On utilise le film didactique sur le déroulement d'Écosse avec également des témoignages filmés de nos patients standardisés. Ça permet aux candidats de voir quelles seront les exigences ou bien le rôle qu'ils doivent jouer. Et également, nous discutons un cas d'Écosse pour décrire de manière concrète à chaque candidat le rôle qu'il sera amené à jouer. On discute également quels sont les souhaits des candidats. Ici, vous voyez une fiche qu'on avait créée avec une liste des rôles à jouer. Donc, il y a surtout tout ce qui concerne la relation entre le patient et le médecin, donc l'interrogatoire, l'annonce, aussi des stations où le patient doit exprimer les émotions ou la douleur, et après, tout ce qui concerne l'examen clinique. Ça nous permet de créer la banque de nos patients simulés, un peu de les catégoriser. On a par exemple des candidats qui souhaitent participer uniquement aux stations de l'examen clinique, ou bien les personnes qui sont intéressées par l'aspect relationnel ou de communication. On remet lors de cet entretien un courrier destiné aux médecins traitants pour établir un certificat médical, car ça nous permet de voir de manière exacte quels sont les antécédents médicaux, personnels ou bien familiaux, afin qu'on puisse éviter les situations qui pourraient éventuellement être négatives pour la personne qui va jouer le patient simulé.
Et puis, on remet à la fin de l'entretien une charte du patient simulé qui décrit les activités pédagogiques, les séances qu'on va organiser et également les mesures de protection qu'on avait mis en place afin que chaque candidat puisse réfléchir au préalable, car notre collaboration est réalisée de manière volontaire, donc les patients simulés ne sont pas rémunérés. À l'aide de l'université, nous avons mis en place une convention qui nous permet d'encadrer les activités des patients simulés. Donc, c'est une convention qui est signée tous les ans avec les patients standardisés, qui contient surtout une description des activités pédagogiques, la formation qui est proposée aux patients simulés, également le droit à l'image, la confidentialité qui reste réciproque, une liste des rôles à jouer et à éviter. Et également, on avait mis en place la protection des données à caractère personnel avec l'inscription du programme du patient simulé au registre de l'université. Donc, ça nous permet de bien encadrer des activités pédagogiques. Et également, les patients simulés peuvent réfléchir et si le programme ne leur convient pas, d'arrêter la collaboration. Mais ça ne nous a pas encore arrivé. Et pour le moment, ça fonctionne très bien. Maintenant, je vous présenterai le parcours de formation qui est un cours de construction en collaboration avec l'UNES. C'est le parcours qui va être hébergé sur le site, sur la plateforme e-learning de l'UNES. Donc, il y a 4 parcours afin qu'on puisse répondre aux besoins de chaque intervenant lors de l'ECOS. Donc, le parcours tuteur-examinateur, le parcours formateur de patients simulés, le parcours patient simulé et également le parcours étudiant-moniteur. Donc, c'est pour les écoles qui vont être réalisées par les pairs. C'est la plateforme pédagogique type Moodle. Ici, vous voyez en détail la structure, l'architecture de chaque parcours. Il y a une introduction générale qui est unique à tous les 4 parcours, avec surtout le film didactique sur le déroulement général de l'ECOS. Et puis, la partie des savoirs essentiels. Par exemple, si nous regardons le parcours tuteur-examinateur, il y a le module qui concerne la rédaction des stations d'ECOS, l'utilisation des grilles, la compréhension des grilles d'évaluation ou les échelles d'évaluation, également la notion de la rétroaction à fournir à l'étudiant avec des fiches mnémotechniques qui sont téléchargeables. Et pour chaque parcours, il y a en fait une banque de stations filmées d'entraînement selon 11 domaines d'apprentissage d'ECOS, donc notamment l'annonce, l'interrogatoire, l'examen clinique, l'urgence. Ce sont des stations qui nous permettront à chacun de nous entraîner et comparer nos réponses avec les réponses anonymisées de nos pairs. Donc, ça nous permettra de nous entraîner surtout sur le biais dont vous a parlé Patrice. À la fin, on avait rajouté également la partie pour les personnes qui sont intéressées, surtout concernant la mesure de la qualité de l'ECOS, la mise en place de l'ECOS à distance et à la fin, il y a une banque de stations filmées qui est évolutive et qui sera alimentée au fur et à mesure. Concernant la structure en détail, donc il y a dans chaque module, il y a des PowerPoint sonorisés, des fiches mnémotechniques qui sont téléchargeables, également la bibliographie, et on avait inclus aussi le forum ou le chat où les apprenants peuvent poser des questions. On peut regarder la progression au fur et à mesure. Il y a aussi une possibilité d'accéder rapidement à chaque module de formation et un support de la plateforme UNES va être disponible. Voici juste un exemple des activités qui est proposé. Donc, c'est une des stations d'ECOS filmées. Donc, chacun peut visionner une station d'ECOS directement sur l'écran et évaluer l'étudiant en direct à l'aide d'une grille. Puis, après la soumission de la réponse, on peut visionner des réponses anonymisées de nos collègues et comparer si notre évaluation était comparable ou pas.
Et puis, on soumet une nouvelle réponse et justifie des éventuelles modifications, pourquoi on avait changé notre avis. Et à la fin, on reçoit le feedback. Donc, ça nous permettra de nous entraîner à l'évaluation équitable des étudiants. C'est une plateforme qui va être évolutive, donc des banques des stations filmées vont être alimentées au fur et à mesure. Les supports pédagogiques seront téléchargeables avec un accès illimité et la formation sera adaptée aux besoins des apprenants. La plateforme devrait être bientôt disponible et après je laisserai à M. Brune de vous dire les détails. Donc merci de votre attention. Le micro n'est pas ouvert, Louis. Oui. Louis, ton micro n'est pas ouvert. Alors, j'y vais. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation, professeur Sibert, et merci à la Sofrasim de m'accueillir pour faire ce webinaire avec vous. J'ai pris une position peut-être un petit peu méta, parce que je crois que ce que vous avez vu de nos présentateurs précédents, vous avez déjà une bonne idée, mais je vais vous donner un peu mon expérience par rapport aux Écosses au cours des dernières années. Alors, j'ai commencé à vous dire comment naviguer à vue. Alors, j'ai décidé d'appeler ma présentation PCR. Donc, vous savez tous un peu ce que c'est le PCR, mais un PCR2. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un PCR2? Je fais un petit sondage quelques minutes. Je laisse encore quelques minutes pour répondre. Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que le PCR2? Environ la moitié des candidats, des gens présents qui ont voté. Je vous donne encore 15 secondes. Alors, les résultats, donc, bien sûr que je m'attendais à ce que vous ne sachiez pas nécessairement de quoi je veux parler. Donc, on voit que 80% des collègues présents ne savent pas qu'est-ce que je veux dire par PCR2. Alors, PCR, pour moi, c'est dans un premier temps la planification, le P, la conception dans un deuxième temps. Donc, il faut planifier les COS. Le professeur Sibert en a parlé beaucoup et a parlé aussi de la conception. Donc, c'est extrêmement important de bien planifier, de bien conceptualiser tout cet examen. Et le R2, c'est la réalisation rétroaction. Alors, je me suis permis de faire un petit jeu de mots un peu avec les tests d'amplification des compétences cliniques. Donc, comment l'Écosse peut aller chercher des compétences cliniques, bien sûr, dans une façon un peu artificielle, parce que l'Écosse, on est contraint dans le temps, donc on ne peut pas avoir une observation très longue de nos candidats. Mais quand même, je pense que ça peut nous permettre de voir, pour avoir participé à la conception et aussi à la réalisation, être évaluateur dans des écoles depuis des décennies. Donc, on peut quand même avoir une bonne idée de la compétence des étudiants évalués. Donc, je reprends de façon peut-être plus précise, un peu par rapport à chacune de ces lettres du PCRR. Donc, la planification est extrêmement importante. Le professeur Sibert en a parlé à propos du tableau de spécification, comment il faut travailler beaucoup en équipe pour faire des Écosses. Donc, les concepteurs, donc tous ceux qui rédigent les contenus. Mais il ne faut pas négliger aussi tout le personnel administratif qui nous aide dans la journée des Écosses, donc, et la préparation aussi, donc toute une préparation de logistique et cléricale. Le recrutement des évaluateurs, professeur Fegerlova a parlé de la formation des patients standardisés, c'est extrêmement important aussi, avoir des formateurs de patients standardisés et évidemment recruter des patients standardisés aussi. Alors, le travail d'équipe nécessite évidemment un arrimage essentiel aussi avec le programme pédagogique. Donc, quand on crée des Écosses, est-ce qu'on crée des Écosses pour des étudiants au début de leur formation versus en fin de formation ou à la toute fin même dans la résidence parce qu'on peut faire des Écosses à plusieurs niveaux. Donc, évidemment, c'est extrêmement important de planifier l'Écosse en fonction du niveau de connaissance et d'apprentissage des étudiants évalués.
Les concepteurs aussi, donc des équipes de professeurs qui connaissent bien les étudiants, encore une fois. J'ai écrit, entre guillemets, vision généraliste. Il faut faire attention aux experts pointus. Alors, c'est certain qu'un cardiologue qui va évaluer un étudiant dans une station de cardio, si les étudiants sont à la fin de leur parcours ou même au début de leur parcours, il n'y aura pas la même sévérité. Et le professeur Gallet parlait de la sévérité, donc il n'y aura pas le même regard qu'un généraliste par rapport à un résident 5 et par rapport à nos étudiants. Donc, c'est extrêmement important qu'il y ait des gens qui ont une vision plus généraliste et des disciplines évaluées. Et aussi avoir un regard extérieur. Professeur Sibert en a parlé aussi. Donc, quelqu'un qui n'a pas composé la station puisse la regarder avec avec un œil peut-être un peu nouveau pour voir un peu est-ce que c'est réaliste, pas réaliste, difficile, pas trop difficile, trop facile. C'est extrêmement important. Dr. Sibert a parlé du tableau de spécification, donc je ne reviendrai pas trop longtemps là-dessus, mais il faut décider du nombre de stations. On dit habituellement qu'il faut avoir au moins 8 stations si possible. Surtout un examen de certification, on approche plutôt de 10-12 stations. À l'examen du Conseil médical du Canada, il y a des stations de 14 minutes et de 6 minutes, couplées avec un autre 6 minutes, donc il se fait en 2 temps. Donc, il faut voir, nous, c'est fait avec des résidents de deuxième année, donc qui ont complété sont en deuxième année de résidence pour l'examen du conseil médical. Est-ce qu'on fait une écosse qui va se faire juste pour la pédiatrie ou juste pour la médecine interne, ou est-ce qu'on va faire une écosse qui va être multidisciplinaire? Donc, c'est le tableau de spécification qui va décider selon le niveau et selon l'endroit où les étudiants sont arrivés dans leur parcours. Donc, je parlais de planification donc avec les concepteurs, mais aussi le personnel administratif, donc tout ce qui est aspect de la logistique. Professeur Sibert en a parlé un peu tantôt aussi par rapport au matériel, mais il faut que quelqu'un connaisse bien les locaux. Ça peut paraître un peu trivial, mais c'est extrêmement important pour le bon déroulement lors des journées d'écosse. Donc, les locaux, le parcours, comment on va rouler d'une station à l'autre, d'un local à l'autre, bien planifier l'horaire des participants. Habituellement, c'est souvent les étudiants sont convoqués par vague, qu'on appelle. Donc, un groupe d'étudiants vient, par exemple, à 8 heures, un autre groupe va venir vers 10 heures, un autre groupe va venir à 13 heures. Donc, bien définir l'horaire pour permettre des pauses aux évaluateurs, permettre des pauses aux patients standardisés aussi. Le personnel de gestion va recruter les évaluateurs, va recruter les patients standardisés aussi et va faire l'appariement. Donc, telle station va être tel évaluateur dans telle station, dans tel circuit. Souvent, on fait des examens avec des circuits parallèles. Donc, on peut avoir 6-7 circuits parallèles, donc 6-7 stations 1, donc un patient dans chacune des stations. Et on apparie l'évaluateur dans une station et le patient simulé aussi dans cette station-là. Je pense que ça tombe sous le sens que le soutien clérical est essentiel, donc pour avoir une bonne planification, une bonne préparation avant l'examen écosse. Est-ce qu'on devrait avoir des évaluateurs experts de la discipline? Alors ça, c'était une question qui a été souvent discutée avec les gens du Conseil médical, qui est l'examen national ici au Canada. Et après quelques années, eux suggèrent que dans des examens semblables, que ce soit un non-expert qui ne soit pas dans une station. Donc, un chirurgien ne sera pas dans une station de chirurgie, un pédiatre ne sera pas dans une station de pédiatrie, et ainsi de suite. Alors, c'est important pour eux parce qu'on veut être dans le sens de ce qui va être la notion la plus fondamentale de l'étudiant. Donc, on ne veut pas avoir un expert, et ce n'est pas un résident 5 ou un résident en fin de parcours si on ne fait pas un examen en fin de parcours. Est-ce qu'on recrute les évaluateurs de façon volontaire ou est-ce que j'ai mis en guillemets conscrit, donc on oblige les gens à être évaluateurs, ce qui risque d'avoir un effet sur la notation, comme le professeur Gallet vous disait aussi. Donc, quelqu'un qui est un peu conscrit d'y être risque d'être un petit peu moins régulier dans son évaluation. Et on en a parlé, professeur Gallet, on a parlé aussi de la formation extrêmement importante si vous n'êtes pas habitué à faire des écosses, donc que les gens soient habitués à faire des écosses et voir comment l'écosse se fait, donc une formation préalable. Et la standardisation est extrêmement importante, donc pour essayer de tout le monde comprenne la même chose par rapport à l'évaluation des étudiants, donc une standardisation qui est essentielle pour tout évaluateur. Alors, les patients standardisés, donc, on a vu qu'avec le professeur Feguerlova, donc, le recrutement est important.
recrutement que nous, on fait et que je crois que j'ai compris va avec votre site dans la population générale. Il faut faire attention avec ces patients, par contre, qui peuvent se mêler des fois entre leur maladie à eux et la maladie qu'ils doivent jouer comme rôle. Donc, il faut faire attention que les gens n'aient pas des maladies qui sont trop proches du jeu de rôle qu'ils vont avoir à faire avec nos étudiants. Chez nous, ici, au Québec, au Canada, les patients sont rémunérés. Je ne sais pas si ça va être prévu pour vous que les patients soient rémunérés. Ça aide à avoir une meilleure assiduité, une meilleure fidélité. Et on a une banque de patients standardisés qu'on a depuis des années, qui reviennent année après année, depuis une vingtaine d'années, avec une rémunération qui n'est pas énorme, mais qui est quand même une façon un peu de reconnaître leur travail, que ce soit rémunération pour la formation, la standardisation qu'on fait avec le médecin examinateur en chef et la rémunération pour le jour aussi de l'examen. C'est pour avoir déjà des fois un peu discuté, je crois, dans le premier webinaire ou avec d'autres endroits où j'ai déjà fait des formations. Est-ce qu'on ne peut pas prendre un externe? Ça va être facile, il va connaître bien la situation. Je crois qu'il y a un danger de prendre des externes, il y a un danger même de prendre des étudiants d'une autre faculté, mais qui sont proches, entre guillemets, au niveau âge des candidats évalués. Toujours la notion de confidentialité risque d'être compromise dans ces cas-là. Le patient standardisé, bon, je pense que le docteur Figueroa aussi en a parlé, la formation préalable à ce type d'examen. Si les patients ne sont pas habitués, c'est important qu'ils soient bien formés. On a toujours, nous, des formateurs ou formatrices qui sont des professionnels de la santé, donc soit un professeur, soit une infirmière, soit une ergothérapeute, ou donc des gens qui sont un peu dans le domaine de la santé c'est eux qui forment les patients. Et la standardisation se fait aussi habituellement par le médecin examinateur en chef. On pourrait dire, moi, je suis responsable au niveau préclinique à la faculté ici à Montréal. Vous étiez en première, deuxième année où on fait un Écosse en fin d'année, donc en mai, juin à chaque année. Et je standardise tous les patients qui font la station 1, tous les patients qui font la station 2 ensemble pour être certain que tout le monde, et je joue le rôle d'un candidat, mais en posant des questions pour lesquels je sais très, très bien qu'ils n'ont pas de réponse dans le scénario pour voir comment le patient va être capable de bien se débrouiller pour répondre à une question qui n'est pas dans le scénario. Et le professeur Figueroa en a parlé un peu aussi. Quand la station, et le professeur Sibert aussi, quand il n'y a pas d'information dans la station, le patient a l'indication de dire non ou je ne le sais pas, tout dépendant de la question, ne pas forger, ne pas inventer des scénarios ou des éléments du scénario qui ne sont pas écrits dans le scénario écrit. Donc, la standardisation est primordiale pour que ça soit bien compris par tout le monde. Et tout le monde qui fait la même station, sont ensemble dans la même salle. Et tout le monde entend et tout le monde passe devant les médecins examinateurs de façon différente. Et je ne joue pas le patient, le candidat pour tous les patients, mais je fais des candidats un peu différents. Un candidat qui est bien habitué, qui est bien structuré versus un candidat qui est tout perdu, un candidat qui pose des questions même embarrassantes pour voir comment le patient va se débrouiller avec des stations semblables pour pas que ça soit fait le jour de l'examen. Alors ça, c'était la planification. Vous avez compris l'importance majeure de la planification. Et si ça va bien habituellement dans la planification et dans la conception, le jour de l'examen, tout va habituellement assez bien. Le professeur Sibert en a parlé, donc, c'est des tableaux cliniques réels, des situations typiques. Et le professeur Sibert en a parlé un peu aussi tantôt, l'importance pour avoir rédigé plusieurs fois des stations, la rédaction itérative que j'appelle. Donc, on part de la directive au candidat, on écrit le scénario du patient, on écrit la grille de notation et on revoit pour si ça va, si la grille correspond bien à la directive et si la grille correspond bien au scénario aussi. Le scénario du patient, donc l'importance de la première phrase pour chaque candidat, donc que chaque candidat puisse commencer de la même façon sa station. Donc, le patient a toujours une phrase à donner. Il donne toujours la même phrase pour tous les candidats qu'il rencontre. Conception, donc, faire attention au temps prévu. Est-ce que c'est réalisable dans le temps qu'on a? Donc, 7 minutes, 10 minutes, 15 minutes. La directive, Dr. Sibert en a bien parlé. Donc, bien définir quelle est la directive. Est-ce que c'est un anamnèse seul? Est-ce que c'est un examen physique seul? Probablement pas l'avantage de faire examen physique seul en fin de parcours. Pour les étudiants en début de parcours, peut-être, ou faire des stations, il y a juste un examen physique.
Professeur Brown en a parlé un peu tantôt, parlait du raisonnement clinique et pour nous maintenant, dans toutes les stations, il y a anamnèse, examen physique. Et si on va avec des étudiants un peu plus avancés, externes ou résidents, ben, la prise en charge peut être là aussi ou donner de l'information. Ce qu'on veut dans une école, habituellement, c'est la collecte de données et voir le raisonnement clinique de nos étudiants. Est-ce qu'on peut leur demander de poser un diagnostic à la fin de la station ou on peut les laisser faire sans nécessairement poser le diagnostic? Une interprétation simple d'un test dans une école, je pense que ce n'est pas nécessairement utile. Je pense que, comme le professeur Sibert vous a montré, on peut donner une rayon X, un ECG ou des tests sanguins, mais en contexte avec le patient rencontré. Directive à l'évaluateur, c'est extrêmement important. Là. Donc, l'évaluateur doit habituellement être plutôt observateur, ne doit pas poser de questions, ne doit pas donner de rétroaction non plus. Le professeur Gallet a parlé des biais d'évaluation, donc il faut vraiment faire attention. S'il y a des trouvailles à l'examen physique, des fois, c'est plus simple que l'évaluateur le donne, comme bien sûr l'exemple de l'abolition d'un réflexe. Ostéotendineux, évidemment, le patient ne peut pas mimer ça, donc le médecin peut dire ici, vous n'aviez pas de réflexe. Donc, des fois, on peut le faire. La grille de notation, professeur Sibert en a parlé, donc l'importance d'être facile à utiliser, l'importance des verbes aussi, tout que ce soit très explicite. Ça peut être détaillé si l'étudiant est novice, donc on fait une grille qui va être beaucoup plus détaillée versus une grille qui va être un peu plus compilée pour les étudiants qui sont plus en fin de parcours. Alors, la grille de notation, on en a parlé aussi tantôt. Donc, il y a une liste de questions qui va être faite, non faite. Des fois, ça peut être fait de façon incomplète. L'évaluation subjective aussi, donc au niveau de la relation, au niveau de l'organisation. Et on peut demander aussi à notre évaluateur de nous donner une évaluation globale qui peut ou ne pas compter aussi pour nous donner une idée. Ce qu'on privilégie ici quand on fait des notations semblables, c'est un nombre pair pour éviter que tous les étudiants se retrouvent dans le centre s'il y a un nombre impair. Et les vocables qu'on utilise ici à l'Université de Montréal, c'est ça. Pour cette portion-là, c'est exemplaire, adéquat, amélioré ou insuffisant. Et maintenant, la dernière chose, la réalisation, donc c'est dépendant de la planification, vous avez bien compris. L'équipe logistique va être primordiale aussi, évidemment. Il y a un médecin responsable à chaque fois qu'il y a des examens pour répondre aux questions des évaluateurs qui habituellement prennent conscience des scénarios juste le jour même. Là, donc, il peut y avoir des questions qui sont posées. Donc, le médecin examinateur, les formatrices peuvent être ou formateurs peuvent nous aider pour les patients standardisés. Un point important, c'est de toujours avoir des gens en réserve, donc des évaluateurs en réserve, des patients standardisés en réserve. Si quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, à la dernière minute, ne peut pas venir, on a besoin d'avoir quelqu'un comme patient standardisé dans toutes les salles, et évidemment un évaluateur aussi, donc il faut prévoir des patients en réserve. Bon, ici, l'identification des candidats lors de l'examen, je pense que c'est simple, mais il faut vraiment être certain que c'est la bonne personne qui rentre dans chacun des locaux. On peut avoir une orientation des candidats avant l'examen qui peut se faire en ligne pour donner certaines informations génériques. Et sur place, habituellement, on fait une orientation de quelques minutes pour leur parler des choses, portions spécifiques de l'examen du jour même. C'est ce que le conseil médical fait aussi. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir passé des écosses avant de passer une écosse de certification, évidemment, de l'avoir fait en cours de formation. Quelque chose qui est assez évident, mais à lequel il faut penser, qu'on a déjà eu quelquefois des problèmes, il faut que quelqu'un garde le temps, si c'est à toutes les 7 minutes ou toutes les 15 minutes qu'on sort de la salle, donc il faut vraiment que quelqu'un soit très attentif. Nous, on confine les candidats aussi pour avant ou après leur examen pour éviter la contamination entre chacune des vagues du même jour d'un même examen. Donc, on confine les étudiants jusqu'à temps que tous ceux de l'après-midi soient arrivés. Donc, évidemment, ce n'est pas très agréable, mais ça nous permet de s'assurer de la confidentialité et de l'équité de cet examen-là. Rétroaction, dernier point, donc par les candidats, ça peut être utile de se voir un peu avec eux, donc faire des écosses formatives et leur donner une rétroaction par section, donc rétroaction sur l'anamnèse, l'examen physique, la prise en charge, les attitudes. Et aussi d'avoir une évaluation donc par nos experts en décinologie, donc la cohérence interne qu'on vérifie, la discrimination aussi de chacune des stations, et de voir est-ce qu'on va éliminer une station si jamais on a manqué notre coup et que vraiment les étudiants ont très mal performé. Ça peut arriver à l'occasion. C'est assez rare que ça arrive, mais habituellement, c'est quelque chose qu'on pourrait penser.
Est-ce qu'on crée des stations éliminatoires, des stations qui vont faire que l'examen que l'étudiant va couler? Au conseil médical, on a arrêté de faire des stations. Si les étudiants font une station écosse, un tort important, c'est regarder dans l'ensemble des stations pour voir est-ce que cet étudiant va avoir réussi ou pas son examen. La note de passage est fixée habituellement assez rapidement dès le départ pour chacune des stations. On détermine combien de stations doivent être réussies pour réussir tout l'examen. On peut de temps en temps aller chercher quelque chose au niveau de la normalisation, mais évidemment, on essaie de ne pas trop jouer avec les résultats. On a parlé aussi le professeur Gallet a parlé des évaluateurs, donc faire le suivi de ces évaluateurs-là et leur donner une rétroaction pourrait être probablement utile. Alors, je vous repose la même question maintenant. Voilà, alors pas tout le monde, mais évidemment, bon, je pense que c'est ce que j'espérais, c'est que vous sachiez un petit peu plus maintenant quel est le PCR2 selon ma présentation. Alors, donc, toutes les étapes sont importantes, vous avez bien compris. Attention à la faisabilité, donc dans le temps, dans l'espace, dans le contenu. L'Écosse, ce n'est pas une panacée, donc l'Écosse permet certaines choses. Vous connaissez tous la pyramide de Miller. Donc, dans un Écosse, ce qu'on veut, c'est que l'étudiant démontre, donc l'idée de la compétence, et non pas un rappel de connaissances. On peut faire ça facilement dans des QCM, dans un examen écrit. Examen face à des situations cliniques. Le professeur Brown vous en a parlé tantôt, va en parler tantôt aussi dans quelques minutes. Donc, vraiment dans des situations cliniques très précises. Voilà, alors merci pour votre attention. Je répondrai aux questions s'il y a lieu par la suite. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup Christian et merci à tous les orateurs précédents. Maintenant, on a 10 bonnes minutes de discussion avant de céder la parole au professeur Braun et cette discussion sera animée par Rémi Collomb de Nice qui est notre référent webinaire et le gardien du temple et du timing. Rémi, tu as suivi tout le chat et nous te laissons nous guider et on est prêt à répondre à toutes les questions et interrogations du public. Merci beaucoup parce qu'effectivement, il y a eu pas mal de questions directement sur le fil de discussion, mais également donc, des réponses directes par les experts. Il reste quelques-unes éventuellement pour rebondir. Donc, du coup, en termes de rédaction, parce que tu as parlé notamment, c'est une question pour toi, je pense, sur les verbes d'action. Est-ce qu'il faut aussi les verbes d'action dans la conception des items? Oui, il est toujours. Enfin, l'expérience prouve que on doit être le plus précis possible pour ne pas laisser de place à des interprétations variantes. Donc, il faut des verbes d'action précis, plutôt demande, plutôt que s'informe. Et la règle, enfin, je passe sur le contrôle de mes autres collègues et amis, de Christian, qui a bien plus l'expérience que nous. Oui, les items, moi j'ai appris à Sherbrooke et Montréal que chaque item devait être suivi, commencer par un verbe d'action. C'est-à-dire l'étudiant demande précisément, l'étudiant vérifie que, et la façon dont il le vérifie. Donc oui, verbe d'action, oui. En termes d'évaluation, est-ce qu'il peut y avoir des parties éliminatoires? Alors, je laisserai la parole à Christian et peut-être à Marc. Comme je dis, j'en ai glissé un petit mot tantôt par rapport à critères éliminatoires. Évidemment, c'est dans une situation de prise en charge où le candidat va poser un geste qui va être peut-être néfaste pour le patient ou que le patient pourrait même en décéder. Alors, ça pourrait être effectivement considéré comme étant éliminatoire. Par contre, le conseil médical qui fait ce genre d'examen de station-là regarde l'ensemble des 14 stations. Donc, est-ce que c'est juste une station où l'étudiant s'est vraiment trompé ou est-ce que c'est important comme erreur ou pas? Donc, la règle est habituellement non, mais peut-être. Désolé pour le flou un peu, mais habituellement non, il n'y a rien d'éliminatoire, mais ça pourrait l'être si jamais c'est vraiment très néfaste d'une dose de morphine importante ou d'avoir mobilisé un patient poignet traumatisé sans collet cervical, par exemple. Donc, des choses qui pourraient être majeures pourraient être regardées, mais habituellement, c'est regardé dans l'ensemble de l'examen. Parce que là, il y a un exemple illustré avec, justement, nous avons fait un Écosse sur un choc,
anaphylactique, les doses d'adrénaline étaient parfois mortelles. Comment sanctionner l'étudiant? Donc, c'est un des exemples qui pourrait répondre à ta question. Quoi, ta réponse plutôt. Il avait la notion combien d'observateurs par station? Rémi, Marc Braun voudrait prendre la parole. Oui, nous non plus, nous n'allons pas retenir une station éliminatoire. Nous allons évaluer l'ensemble des stations de l'épreuve. L'idéal, c'est quand même que devant des attendus d'apprentissage qui sont quand même des attendus de deuxième cycle, à ce genre de performance, mais on sait que ça peut arriver. Globalement, on ne retient pas pour l'instant de station éliminatoire. Bon, la performance de l'étudiant sera évidemment très sévèrement notée sur cette station et qu'elle aura évidemment un effet sur la note globale de l'Écosse qui lui servira d'appariement. Voilà. Après, c'est un retour qu'il faudra faire dans un temps à l'étudiant lorsqu'on sera confronté à ce genre de situation. Et pour l'instant, pas de station éliminatoire retenue pour l'instant dans les évaluations nationales de 2024. D'accord. Merci beaucoup pour ces... La manipulation de points négatifs est extrêmement compliquée sur le plan dosymologique. Je ne l'encourage pas du tout. Complètement d'accord. Il y avait pas mal de questions, mais c'était répondu finalement dans les fils de discussion pour ceux qui peuvent remonter également sur tout ce qui était duré. Je pense que là, il y a eu l'ensemble des réponses, sauf si certaines personnes qui avaient posé des questions voulaient en complément. C'était 5 minutes, 7 minutes formalisé, mais c'était assez répondu dans le fil de discussion. Peut-être combien d'observateurs par station? Est-ce que c'est là aussi c'est oui, il y aura deux évaluateurs par station, en tout cas pour les Écosses nationales. Ensuite, chacun fera comme il le au niveau facultaire, mais il y aura 2 évaluateurs par station et 30% du jury d'évaluateurs viendra de la fac voisine. D'accord. Dans les questions, il y avait la partie financement des patients simulés. On a vu qu'au Canada, donc c'était payé. À Nancy, non. Est-ce que parmi les personnes qui suivent le webinaire, voilà, vous pouvez mettre aussi vos commentaires si dans vos différents centres ils sont financés ou pas. La dernière, parmi les questions, c'était bon, après c'était des questions plutôt techniques, hein, les problèmes de locaux éventuellement au niveau des facs pour faire les différents circuits. Est-ce qu'il y a éventuellement des pistes, des solutions, des astuces? Oui, on va laisser, enfin, Monsieur Bourdi pourra nous répondre aussi. Louis Sibert également. Maintenant, je pense qu'il faut regarder ces faits avec un œil inquisiteur et à partir du moment où dans les évaluations nationales, ce seront des tranches de 5 stations 2 fois de suite, en tout cas ça va 2 fois 5 stations. 5 stations est plus facilisé dans un périmètre de faculté, surtout lorsqu'on devra créer des stations, des circuits parallèles, et que donc il faut regarder avec beaucoup d'intérêt à voir avec 5 pièces, y compris des bureaux, qui peuvent parfaitement servir à réaliser un circuit, comme ils le font très bien à Rouen, et auquel c'est beaucoup plus facile à trouver dans une géographie de fac qui n'est pas forcément conçue pour ça. Il y avait des questions sur les Écosses formatifs d'entraînement, combien de stations, la notation, et par Jacques Chervin, de combien d'Écosses formatifs avant une certificative. L'école formative, elle est vraiment à la main de l'équipe pédagogique. Donc, c'est comme ça qu'elles ont été créées au départ par Arden. Donc, globalement, le temps de débriefing dont nous a parlé Christian Bourdi est vraiment un élément absolument majeur, saisir l'opportunité d'une station d'Écosse et de faire l'analyse plus précise du déroulé du raisonnement de l'étudiant et de pouvoir l'aider à s'améliorer. Donc le temps de débriefing dans l'Écosse formatif est absolument essentiel dans un examen, dans un élément certificatif. Je crois qu'il faut saisir toutes les opportunités d'Écosse pour ajouter quelques minutes de retour à l'étudiant pour aussi évaluer la qualité de son raisonnement et la pertinence de ses choix
qu'il a explicitement mis en œuvre lors de la station. Évidemment, dans les Écosses nationales ou dans les écoles qui participeront à la validation du certificat de compétences cliniques de deuxième cycle, il n'est pas question d'un débriefing formatif. Je vais juste répondre rapidement. Chez nous, les étudiants font deux Écosses en première année de médecine qui ne comptent pas, là, donc de 4 stations. Donc, on a une Écosse en fin de deuxième année qui est à réussite obligatoire, donc qui n'est pas formatif. Il y a une autre Écosse qui est formatif en troisième année, donc, alors qu'en quatrième année, qui est notre dernière année d'Écosse, il y a une autre Écosse à réussite obligatoire. Donc, nos étudiants ont comme 3 Écosses formatifs et deux sanctionnels, si vous voulez, une en fin de deuxième et une en fin de quatrième. Il y a une question pour Christian. Vous faites bien plusieurs circuits simultanés dans des endroits très éloignés les uns des autres, à des dizaines, voire des centaines de candidats. Les circuits contiennent bien les mêmes stations avec le même contenu, c'est bien ça? Exactement. Si on prend... Comment vous organisez pour les problèmes de fuite ou de communication qui nous préoccupent beaucoup, nous? Oui, bien, si je prends l'examen du Conseil médical du Canada qui est sur 3 fuseaux horaires, donc les étudiants dans la station 1 vont faire la même chose et à Montréal, on a 6 circuits parallèles, donc il y en a 6 à Montréal, il y en a 6 à Québec, il y en a aussi à Sherbrooke, et il y en a un peu partout au Canada, donc il y a 17 facultés et tout le monde fait la même chose. Donc évidemment, les gens ne commencent pas à la même heure compte tenu des fuseaux horaires, mais comme je le disais tantôt, pour chez nous, à Montréal, quand on en fait, les étudiants de la vague 1 font leur examen et par la suite sont confinés. Les étudiants de la vague 2 arrivent pendant que les étudiants de la vague 1 font leur examen et la vague 3 et 4 arrivent pendant qu'on fait l'examen de la vague 2. Et quand les étudiants 3 et 4, les étudiants de la vague 3 et 4 sont arrivés, on libère les étudiants de la vague 1 et 2. Donc, comme ça, on s'empêche que les étudiants de la vague 1 puissent contaminer les vagues 3 et 4, parce qu'évidemment, s'ils ont fini à 10 heures le matin, ben, ceux de l'après-midi pourraient savoir déjà les stations. Donc, nous, on les confine et ils regardent un film et ils ont un petit lunch aussi en attendant, parce que pour les étudiants de la vague 1, ils peuvent être restés jusqu'à 14 heures. Ils sont arrivés le matin à 7 heures, puis ils peuvent être libérés vers 13h30, 14 heures. Donc, on les confine. C'est pas agréable, là, le confinement. On en a parlé depuis un an avec la COVID, mais nous, on a déjà commencé à les confiner pour justement qu'il n'y ait pas, et même ceux qu'on fait à nos étudiants de première, deuxième année, on fait vraiment attention que les étudiants qui passent en premier ne puissent pas contaminer les autres. Donc, pas de cellulaire, pas de Apple Watch, rien qui peut communiquer avec quelqu'un d'autre. Donc, pendant qu'ils sont sous surveillance, il est strictement interdit d'avoir aucun artifice électronique avec eux. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est dans nos habitudes. Tout le monde sait que c'est pas agréable d'être confiné, mais bon, c'est comme ça. Donc, bon entraînement sur les gestes barrières non plus pour éviter toutes les fuites d'informations entre ces Écosses. Donc voilà à peu près l'ensemble des questions, hein. C'était très riche. Et Dan complète la partie débriefing individualisé. Donc du coup sa question, et on finira par la question de notre président. Cela sera-t-il intéressant de faire un débriefing pour l'ensemble de la promotion permettant de faire profiter à tout le monde des problèmes notés à l'échelon individuel? Je propose de finir avec cette question. La partie débriefing individuel, également un débriefing collectif ensuite. C'est toujours intéressant d'avoir un débriefing collectif et d'avoir un feedback collectif, hein. Toujours. Après, les erreurs individuelles observées sont généralement toujours un peu les mêmes. Donc, on pourrait presque les écrire avant, mais on a toujours des surprises. mais on constate quand même des choses assez reproductives d'un étudiant à l'autre, malgré tout. Un grand merci. Pardon, allez-y. Non, j'ai fini. Un grand merci en tout cas à la fois pour les présentations qui étaient vraiment exceptionnelles, très claires, pour les précisions, et on laisse tout de suite les 10 dernières minutes à la discussion pour respecter le... Merci à tous. Oui, je vais donc essayer de finir pour mettre en perspective ce mode d'évaluation particulier dont vous avez dit qu'il était essentiel pour mesurer des performances d'étudiants.
Je vais emprunter une partie du diaporama à l'astuce d'Alexis Dean, puisque dans la mise en cohérence et les liens logiques que je vais vous parler maintenant, je lui dois une partie des diapositives. Alors, du point de vue général de ce qui va se passer au cours du deuxième cycle pour les étudiants, le cœur de la réforme, c'est ce qu'on a appelé les situations professionnelles de départ. Il y en a 356, elles ont été publiées dans un arrêté du 2 septembre 2020, et elles vont servir en fait de prétexte à décrire un certain nombre d'attendus d'apprentissage qui vont arriver rapidement sur la plateforme nationale, de façon à ce que nous puissions tous les partager. Les professionnels de départ sont regroupés en 5 grandes familles: symptômes donnés par la clinique, prise en charge aiguë, prévention et situations diverses, où nous avons finalement des situations, donc 5 grandes familles qui vont ensuite nous permettre d'orienter ces différentes situations professionnelles. Ces situations professionnelles sont en lien avec chacune d'elles, avec d'attendus d'apprentissage qui sont en voie de rédaction actuelle et mise à disposition de l'ensemble des facs, qui vont finalement décrire de façon précise, soit de manière générique, soit de manière spécifique à la situation, ce que l'on attend de l'étudiant lorsqu'il devra performer dans une station d'Écosse. Et de manière liée, eh bien, chaque attendu d'apprentissage, chaque fiche de situation de départ sera relié dans la plateforme, dans le lien logique, à des connaissances que l'étudiant devra avoir finalement maîtrisées, appris auparavant, pour pouvoir progresser dans le raisonnement et pouvoir démontrer ce qu'il est capable de démontrer lors d'une station d'Écosse. Autrement dit, la hiérarchisation des connaissances en rang A et B, dont vous avez entendu parler, va être directement reliée sur la plateforme aux attendus d'apprentissage et à la situation de départ. Et donc, il s'agit là maintenant de borner finalement ces éléments-là et de les lier les uns aux autres. Alors, la diapositive suivante permettra de comprendre ce lien cohérent que nous avons appelé LISA, c'est-à-dire le lien entre connaissances attendues d'apprentissage regroupées dans les situations de départ. Et ce lien logique apparaîtra sur les différentes fiches accessibles par tous. Alors, l'ensemble de ce lien, les liens de connaissances, situation de départ, vont en fait alimenter l'apprentissage et le raisonnement clinique. Et ça, c'est un élément absolument crucial dans l'évolution de la pédagogie que nous instaurons. Il faut bien se rappeler que les Écosses, certes, c'est l'élément évaluatif, mais qu'en amont, l'apprentissage et le raisonnement clinique fondé sur une maîtrise des connaissances, eh bien, reste l'élément principal, ou en tout cas primaire, de l'évolution de l'étudiant. Et ça peut se faire au cours des stages cliniques, ça peut se faire en ED facultaire en grand groupe, et donc cet apprentissage au raisonnement ou à la résolution de problèmes reste l'élément crucial qui permet ensuite de fonder de l'évaluation par les Écosses. Et donc, l'élément final qui nous ferait le lien avec les stations d'Écosse, ce sont les attendus d'apprentissage. C'est-à-dire que ceux qui vont être écrits, qui figureront ligne après ligne dans les situations professionnelles de départ, eh bien, ces attendus d'apprentissage serviront de base à une station d'Écosse. Et là encore, je rejoins les recommandations très précieuses de Christian Bourdi et de Louis Sibert sur le caractère simple que devront recouvrir, simple ou en tout cas limité dans les objectifs, que devra incorporer un scénario d'Écosse. Il ne faut pas répéter la même erreur très ambitieuse que l'on peut avoir quand on construit une station de simulation, un exercice de simulation. On est toujours très ambitieux pour ses étudiants, et en réalité, on se rend compte qu'à partir de toute la liste des objectifs, on fait 3 ou 4 scénarios de simulation. Ben, c'est pareil un peu pour les Écosses, car il faut tenir dans le temps, il faut être très ciblé dans ce que l'on va pouvoir demander à l'étudiant, et ce caractère très ciblé, vous l'avez compris aussi, est aussi un facteur de normalisation et d'homogénéité dans l'évaluation des performances de l'étudiant. Louis nous l'a très bien montré. Donc, ces attendus d'apprentissage qui vont arriver dans les fiches de situation de départ,
chaque ligne, chaque attendu d'apprentissage pourrait faire l'objet d'une station d'Écosse. Les attendus sont même un peu trop gourmands pour ne s'être servis que par une station. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien construire deux stations liées, l'une avec l'autre. Christian Bourdet a parlé même d'un déséquilibre en minutage. Je pense que là, il faudra être souple en fonction de la table de spécification et de la manière dont les jurys locaux ou nationaux auront construit les épreuves. S'ils estiment que pour évaluer cet attendu d'apprentissage qui est riche, qui est complexe, il faut deux stations, eh bien, il y aura deux stations successives qui permettront aux étudiants de démontrer leur capacité. Donc, il faut rien s'interdire, il faut aller au bout de la logique de la démonstration par l'étudiant ou pas de ses performances évaluées par une station. Et que donc, cette performance va pouvoir être évaluée par ces écoles si nous avons regroupé par avance les différents attendus d'apprentissage en 11 domaines. Et c'est ces 11 domaines que je voudrais terminer, et ça va être finalement ce que l'on retrouve dans la littérature sous forme de macro-capacités. Sachant que chacune de ces macro-capacités, entretien anamnèse, examen clinique, stratégie pertinente de prise en charge, communication interprofessionnelle, etc. Chacun de ces 11 domaines, de ces 11 macro-capacités, pourra être évalué par des scénarios différents. Alors pour l'instant, malgré le fait que nous soyons sur un fuseau horaire, mais lorsque nos facultés d'outre-mer rentreront dans la danse, nous allons nous retrouver devant les mêmes situations qu'au Canada, avec 6 fuseaux horaires pour les Antilles. Eh bien, nous réfléchissons à une option qui serait de proposer plusieurs scénarios validés auparavant avec leurs métriques permettant d'évaluer la même macro-capacité. Je prends par exemple celle qui me vient là, l'iconographie. Et que donc ces scénarios réputés de difficulté égale pourraient de manière équivalente conduire à proposer aux étudiants de performer sur ces scénarios légèrement différents. Le problème de cette option-là, qui n'est pas encore complètement arbitrée, c'est la capacité des patients standardisés à apprendre un nombre plus important de scénarios, et on sait que c'est un vrai souci dans l'organisation de nos épreuves. Ce n'est pas encore complètement finalisé, mais c'est certainement une manière que nous aurions de limiter la communication entre étudiants, malgré les confinements, qui est un véritable sport pour contourner la difficulté. Donc, je reviens sur ce qu'on a déjà dit. À partir de ces 11 domaines, j'encourage vraiment l'ensemble des équipes à utiliser les écosses formatives au cours des stages, quitte à ce qu'ils deviennent aussi un élément d'évaluation des stages hospitaliers. Ils n'ont qu'une valeur à l'intérieur du cursus universitaire de la faculté, mais ils permettent un contrôle beaucoup plus fin, vous l'avez compris, du raisonnement clinique. Et je pense qu'il faut utiliser cette modalité d'évaluation avec son versant formatif pour évaluer les stages et pour pouvoir aussi faire une forme d'auto-évaluation de l'étudiant, où là, il a vraiment l'impression qu'il maîtrise son raisonnement, et puis constater avec lui qu'il y a un certain nombre de connaissances qu'il n'a pas apprises ou pas suffisamment pour pouvoir les utiliser de façon appropriée et démontrer son savoir-faire. Enfin, je terminerai par quelques éléments de calendaire et plus formels de notre réforme. Il y a deux grands volets, qui sont les connaissances en contexte et l'apprentissage de la compétence, l'approche par compétence, auquel s'ajoute le parcours dont je ne parlerai pas du tout et qui est une simple ingénierie pédagogique au cours des facs. Donc, vous avez compris, l'offre pédagogique est vraiment centrée sur les situations professionnels de départ, avec donc une stratégie d'apprentissage des étudiants des connaissances en contexte. Ceci nécessite donc une parfaite connaissance du tableur de hiérarchisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui est un rang A, qu'est-ce qui est un rang B, un suivi scrupuleux du programme, beaucoup trop d'évaluations que je vois sur la base nationale s'adressent à des connaissances de rang très au-delà de ce qui est de deuxième cycle, hein, c'est les rangs C,
Une docimologie adaptée, dans une de ses réponses, Louis a vraiment bien explicité tous les outils que nous avons à notre disposition pour évaluer le raisonnement. Je parle des domaines clés, je parle des TCS, je parle des CROC, et puis une docimologie adaptée pour les rangs A, qui ne peuvent être qu'un OneBest, un CROC ou un QRU. Et je vous rappelle qu'un rang A en docimologie est une connaissance qui est validée 80% d'une génération d'étudiants, et non pas simplement l'appréciation irrationnelle ou peu documentée que peut avoir un enseignant sur ce que c'est qu'un rang A. Un rang A, il devrait être validé par 80% d'une promo parce que c'est un élément fondamental. Et puis, bien sûr, les connaissances contextualisées sont le lien avec une stratégie d'apprentissage au raisonnement clinique que nous inculquons ainsi à nos étudiants. L'offre pédagogique est aussi celle d'un temps de formation au raisonnement clinique. Je ne peux que vous encourager, pour ce qui est des formateurs, à aller voir l'excellent MOOC sur la supervision au raisonnement clinique qui a été élaboré par Montréal, Genève et Bruxelles. Pour les étudiants, une réutilisation de ce MOOC qui est chapitré, qui est remarquablement bien fait. Chacun des chapitres peut être un élément de formation d'étudiants par la faculté, en groupe plus important, mais également en stage. Et puis, dans la formation au raisonnement clinique, développer dans les facultés un calendrier annuel de ces situations présentées en enseignement dirigé, une vérification préalable de la maîtrise des connaissances. Il est alors parfois intéressant d'instaurer un système de contrôle continu par des pré-tests validants pour inciter les étudiants à une auto-formation préalable, car si l'on ne connaît pas et si on n'a pas fait l'effort d'apprentissage des connaissances, on ne pourra se baser que sur du sable lorsqu'il faudra construire un raisonnement clinique. Et puis redire aux étudiants, grâce aux nouvelles modalités docimologiques, qu'ils performeront aux examens de connaissances grâce aussi à leur apprentissage en stage et à la compétence qu'ils auront acquise au cours des stages, et donc nécessairement des connaissances nouvelles qu'ils auront dû accueillir pour pouvoir être meilleurs professionnels à raisonner devant le problème d'un malade. La formation à les Écosses, je terminerai là-dessus, je vous en dirai un petit mot, il sera mis en ligne de manière assez large. Il y a un site de la conférence des doyens que nous avons initié sur les Écosses, donc vous avez ici l'adresse électronique. Bien sûr, le premier séminaire de la Sophracim, celui que nous sommes en train d'enregistrer, mais également, finalement, la manière dont l'ensemble des équipes pourront se former. Alors, je termine sur les Écosses qui devraient avoir lieu entre le mois de mai et le mois de juin 2024, c'est-à-dire qu'il faut préparer nos étudiants dans les différentes facultés, je vous le disais, avec des scénarios qui seront préparés par le conseil scientifique, adressés confidentiellement aux patients standardisés, de façon à ce qu'il y ait un certain nombre de stations à disposition des évaluateurs tentés. Il y aura probablement 2 sessions de 5 stations, assurer les 10 stations qui devraient apparaître dans la réglementation très prochainement. Les Écosses, évidemment, sont à développer dans les facultés. Il y a un groupe de travail national qui travaille autour de Christian Boitier, Jean-Charles Couture pour l'espace de rédaction. Là encore, les bonnes volontés des rédacteurs bienvenus dans cet espace de rédaction, de formation des évaluateurs qui va être en ligne. Il y a un espace de commun, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà commencé pourront continuer avec leurs propres outils, mais nous donnerons à l'ensemble des facultés un espace de rédaction qui est à peu près terminé. La V1 va être très prochainement ouvert à l'ensemble des facultés, de façon à ce qu'elles puissent écrire leur scénario d'Écosse selon les modalités qui vous ont été présentées ce soir. Pour répondre à la question, il y aura effectivement une banque commune en partage avec les facultés, basée sur des métriques associées à chaque scénario, basée sur les grands domaines, les macro-capacités, c'est-à-dire qu'une fac est susceptible de piocher dans cette banque, enrichira la métrique en multipliant le nombre d'étudiants, en multipliant le nombre de binômes ou d'évaluateurs, et de pouvoir finalement enrichir la qualité de ces scénarios, de façon à ce qu'on ne réinvente pas la roue à chaque fois,
que l'on doit créer des éléments, des éléments qui seront d'évaluation, soit des évaluations de stage, soit des évaluations facultaires. Un petit point sur ce dont a parlé Eva Fergerlova, sur lequel elle a travaillé. Voilà typiquement ce que vous allez retrouver sur la base CES-UNES sur la construction et l'évaluation des Écosses. Elle en a déjà parlé avec les temps de formation. Si je suis un tuteur examinateur, si je suis un formateur de patients simulés, avec des briques progressives croissantes de complexité, de niveau initial, d'amélioration et puis de niveau expert, et nous permettrons ainsi de constituer une banque et puis de faire des attestations de formation. Des diapositives qui permettront de vous donner déjà où on en est dans notre chapitrage des différents mots doubles, comment rédiger un script et un patient simulé. Voilà ce que vous allez découvrir au fur et à mesure des semaines sur la plateforme de l'UNES, pour lequel ceux qui ont déjà de l'expérience sont invités à y contribuer. Évidemment. Enfin, il existe une foire aux questions sur la R2C, dont je vous ai remis ici le lien qui vous permettra d'écrire vos questions, et nous sommes en train d'organiser les réponses. Et un certain nombre de questions sont déjà tombées sur le site depuis qu'il a été ouvert très récemment, et nous ferons une foire aux questions de telle sorte que les questions des uns et les réponses que nous allons leur faire puissent servir aux autres. Voilà, voilà comment ça va, voilà comment ça se passe si vous êtes étudiant, enseignant, agent administratif d'une SCOL, etc. Puis vous commencez à rédiger vos questions et on les ordonnera par réponse. Louis, voilà, chers amis, les éléments simples qui nous permettront de comprendre la logique de la place des choses dans la que nous entamons ensemble à partir du mois de septembre. Voilà, Louis. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment très, très riche et passionnant, puisqu'on voit vraiment que tout évolue là actuellement, et que sur de plus en plus d'éléments standardisés. Ça va être passionnant pour le futur. Je vous propose de laisser la parole à Dan Benamou pour conclure ce webinaire, car on est un tout petit peu, on est tout juste dans les temps. Donc Dan, je vous laisse conclure. Merci Antonia, merci à vous tous. D'abord, un très grand merci à tous les orateurs de ce webinaire. Tous les topos étaient, on va dire, parfaits, très bien préparés, extrêmement didactiques, plein d'informations, et certains même nous obligent, entre guillemets, à vraiment réfléchir encore à certains points. Vous avez apporté des nouveautés que beaucoup d'entre nous ne connaissions pas, y compris dans la terminologie, dans les concepts. Donc, vraiment, très, très, très belle présentation. C'est vraiment le premier point, et merci encore. Le fait que le webinaire soit enregistré et disponible sera probablement utile, même pour celles et ceux qui ont pu y assister, pour réentendre certains aspects qui nécessitent une digestion, et donc ça sera vraiment une chose très intéressante. Moi, le point qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on a fait finalement avec la SOFRASIMS 2 de ces webinaires qui ont permis d'avancer. On a fait premier étage de la fusée, deuxième étage de la fusée. C'est pas mal du tout, et je suis, je dirais, très fier en tant que président de cette société savante, finalement, d'avoir pu contribuer à aider à, comment dire, à disséminer un peu la connaissance sur ce sujet sur lequel on était, pour beaucoup d'entre nous, très en retard par rapport à d'autres pays, notamment au Canada. Et donc là, on commence à rattraper un peu notre retard, on commence à bien comprendre de quoi il s'agit, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Chacun maintenant dans ses universités va se lancer là-dedans de façon un peu maintenant de façon uniforme. Tout le monde va le faire, et on va essayer de rejoindre un peu les pionniers qu'il avait fait déjà en France depuis quelques années, voire depuis pas mal d'années. Et maintenant, donc, on va essayer de lever un peu le niveau, uniformiser un peu la réalisation de ces Écosses un peu partout. Les Écosses, finalement, c'est un, comment dire, fait partie d'un énorme bond pédagogique
un peu inattendu, on va dire, hein, pour beaucoup d'enseignants français. Il y a beaucoup de choses à faire. Là, on a vu, me semble-t-il, avec finalement l'exemple des Écosses, qu'on est capable finalement de partager et de la connaissance. Et je pense que ça sera le cas et ça sera nécessaire avec tous les autres éléments qui sont en préparation, car il y en a encore beaucoup d'autres qui seront mis en œuvre au cours des prochaines années. Alors maintenant, qu'est-ce que peut faire la Sopra Sims dans tout ça? Eh bien, j'avais imaginé qu'on pourrait partager ou aider à partager sur la base un peu d'une sorte de communauté virtuelle de pratique, aider finalement à discuter un peu comme on l'a fait là, poser des questions à ceux qui sont plus expérimentés, partager à la fois des questions un peu théoriques, mais également des documents, des vidéos. Mais je suis absolument enchanté de voir que l'UNES est déjà en train de le faire. Et je pense que ça sera extrêmement utile parce qu'il y a beaucoup de petits détails, beaucoup de documents qui ont déjà été réalisés. Là, Marc a montré les documents de l'Université de Lorraine qui, à mon avis, vont être téléchargés, utilisés de façon très, très importante parce que pour beaucoup d'entre nous, ça va nous faire gagner un temps fou en termes de préparation de nos futurs écos et de notre évolution pédagogique. Donc, si la Sopra Sims peut continuer à aider, ben je lance entre guillemets un appel ou en tout cas un message à la conférence des doyens pour dire qu'on est prêt à vous aider par les moyens dont on dispose, refaire des sessions si c'est nécessaire ou d'autres moyens. En tout cas, sachez que nous sommes avec vous, que nous sommes très très heureux d'avoir fait ces 2 webinaires en collaboration. Je pense que ça a été utile finalement des 2 côtés, aussi bien pour les doyens que pour finalement les personnes intéressées par la simulation, et que si on peut continuer à travailler avec vous, on serait vraiment très très heureux de pouvoir partager, apporter nous des idées dans certains cas, profiter de tout le travail que vous avez réalisé jusqu'à maintenant, et puis travailler en commun. Profiter également de l'expérience de nos collègues canadiens qui est absolument formidable, la gentillesse du professeur Bourdi et sa présence à chacune de ces réunions. Voilà, si le processus est lancé, maintenant là, le T0 il est parti, eh ben, travaillons ensemble, essayons de vous aider, de nous aider les uns les autres, créons cette communauté autour des écos et de la pédagogie qui avait beaucoup de retard en France au cours des dernières années. Maintenant, c'est parti, on y va. Merci à vous tous. Et puis, on va voir avec Louis, avec toute l'équipe de la Sopra Sims, comment on peut travailler ensemble et faire évoluer dans le bon sens les choses et la pédagogie. Bonne soirée à vous tous et merci encore. Vous avez fait un super boulot, c'était formidable. Merci, Monsieur le Président. Je transmettrai vos remarques à la conférence des doyens. Merci beaucoup. Et puis, vous avez à l'écran la nouvelle version de l'affiche pour notre congrès, hein, qui est donc maintenant, qui sera transformée en digital. Merci encore à Louis, parce que Louis, il est partout cette année, là, hein, qui va organiser ça. Le programme est fait. Ça va bientôt être lancé sur le plan, de la communication au cours, je pense, des prochains jours. Vous avez les dates, vous avez le lieu. Alors, le lieu, c'est du virtuel, bien sûr, mais vous avez toutes les informations qui sont données ici, en tout cas pour démarrer. Et donc, dès qu'on pourra vous informer plus précisément de l'ensemble, les tarifs, le programme précis, tout ça va arriver très vite. Et venez nous rejoindre le 23 et le 24 juin, donc en virtuel, pour le prochain congrès de la Sopra Sims avec toute l'équipe de Rouen. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Bonne soirée. Bonsoir Christian, bonsoir Louis. Bonsoir. Eva. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir.